L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Monseigneur Patrick Veldrini, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Verdun et actuellement chanoine de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape, la cathédrale de l'évêque de Rome. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir chanoine de Latran? Pourquoi un prêtre d'un diocèse français se retrouve chanoine de la cathédrale du pape? C'est une vieille tradition qui remonte en fait à Henri IV. Celui-ci était très libéral avec le chapitre de Saint-Jean-de-Latran, chapitre cathédrale, en lui octroyant les bénéfices d'une abbaye, l'abbaye de Clérac, qui aujourd'hui a disparu. Et ceux-ci, pour le remercier, l'ont nommé premier et unique chanoine d'honneur du chapitre avec droit de succession. Donc c'est une tradition qui a traversé l'histoire, qui a disparu à la Révolution, qui est revenue à la Restauration, et qui a été réveillée par le président Coty, président de la République en France, qui venant voir le pape, tout simplement dit « mais je suis aussi de droit premier et unique chanoine d'honneur ». Donc on a organisé une cérémonie pour lui à cette époque, et ensuite les présidents de la République ont continué, ou plutôt le chapitre a continué à proposer au président de la République d'être premier et unique chanoine d'honneur, et éventuellement de venir chercher le titre. Non. De Gaulle est venu, Giscard d'Estaing est venu, Chirac est venu, Pompidou n'est pas venu, Hollande n'est pas venu, M. Mitterrand n'est pas venu, M. Sarkozy est venu, donc j'étais déjà là à l'époque, mais je n'étais pas au chapitre, et le président Macron est venu aussi chercher son titre. Donc vous représentez la France au sein du chapitre de Saint-Jean-de-Latran. C'est une nomination qui vient de l'État français ou du diocèse de Rome ou des deux? La nomination vient du pape. Comme il nomme les membres du chapitre, il nomme aussi un chanoine français. Et la pratique actuelle, c'est d'en avoir un. Vous êtes devenu prêtre en 1972. Vous avez une longue carrière universitaire en tant que canoniste. Qu'est-ce qui a amené un prêtre d'un diocèse assez reculé à se passionner pour le droit canonique? Quand un nouvel évêque est venu à Verdun, Monseigneur Voyon, il a trouvé un séminaire qui était tenu par des lazaristes. Et il a simplement dit, si des lazaristes qui sont extérieurs au diocèse viennent former des prêtres, je n'aurai jamais de prêtres formés. Donc il a décidé d'envoyer des prêtres en université pour se former. J'étais le premier de la liste envoyée, donc à peine ordonné, en 72. En septembre, octobre, j'étais déjà à l'université de Strasbourg et je faisais de la théologie. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un prof qui était le prof d'histoire du droit canonique et qui avait un centre de recherche. Et il m'a proposé d'entrer dans le centre et de faire une formation en droit canonique pour connaître justement la vie de l'institution catholique et d'en connaître le fonctionnement par le droit canonique. C'est ainsi que je suis passé de la théologie au droit canonique. Et je suis allé dans l'université de Strasbourg, qui est étatique. Je suis allé jusqu'au doctorat. Et il n'y avait pas de poste à Strasbourg. Donc je suis allé à l'Institut catholique où on m'a pris. J'ai très vite été doyen de la faculté de droit canonique, fonction que j'ai exercée pendant 8 ans. Et ensuite, j'ai été élu recteur de la Catho de Paris de 92 et jusqu'en 2004. J'ai toujours eu plus ou moins dans ma tête l'envie d'aller enseigner ailleurs. Et après, il y a des coups de téléphone quelquefois dont l'origine est directement et uniquement providentielle. J'ai reçu un appel du Latran qui me disait « On sait que vous êtes libre. Et est-ce que vous accepterez de venir enseigner chez nous ?» J'ai immédiatement, évidemment, dit oui, je parlais italien. Et donc, je suis passé en 2005 de Paris à Rome. On m'a proposé de devenir ce qu'on appelle en France vice-recteur et ici pro-recteur. Alors, est-ce que la culture italienne et la culture française, dans le rapport au droit canonique, est-ce qu'il y a des sujets de différence de sensibilité? Alors, il y a une très grande différence, d'abord entre la culture française et la culture italienne. Il est clair que en Italie, il n'y a pas eu la Révolution française, et on sent combien la religion a une place dans la culture. Par exemple,
ici, on ne nie pas que la religion catholique puisse être la source de la culture. En France, on a tout fait pour que l'Église catholique n'exerce pas une fonction de source de culture, en particulier dans l'école. Donc ça, c'est un point essentiel. Pour le reste, en ce qui concerne l'Église, ici, on est dans un pays concordataire. Donc, il y a un concordat depuis 1929 entre l'Église catholique et l'État, et ceci a permis énormément d'activités ecclésiales d'être reconnues et d'avoir des conséquences civiles. On prend par exemple le mariage, puisque il n'y a pas, comme en France, 2 mariages comme un mariage civil suivi d'un mariage catholique. Il y a un seul mariage, mais il y a le mariage catholique qui peut, en étant organisé par le droit concordataire, avoir des conséquences civiles. Ce sont des cultures extrêmement différentes. Moi, j'ai toujours été appelé par mes collègues italiens qui sont dans les universités publiques italiennes à intervenir sur la culture française et en particulier la laïcité française. Même s'ils connaissent bien la France, même certains qui ont vécu en France, ils ont beaucoup de difficultés à en percevoir les effets concrets. Et en particulier, les effets culturels, c'est-à-dire combien cette expérience française a modelé un modèle français d'exister comme chrétien dans la société. Ici, le modèle est très différent. Ce qui frappe aussi en Italie, et ça vous concerne directement, c'est que les facultés de droit canonique, on ne va pas dire que c'est populaire ou massif, mais en tout cas, des jeunes vont se former en droit canonique comme un cursus universitaire normal, alors qu'en France, c'est beaucoup plus une niche. Alors, si c'est un point qui m'a beaucoup aidé, je dirais, frappé, mais aidé, je me suis retrouvé devant un amphithéâtre totalement divers que celui que j'avais connu à Paris, un amphithéâtre de 90 étudiants ou 100 étudiants, et dans lesquels il y avait 80 laïcs, qui étaient en fait des avocats, jeunes avocats, qui exerçaient déjà la fonction d'avocat et qui allaient être avocats ecclésiastiques, c'est-à-dire aider les personnes à éventuellement faire reconnaître la nullité du mariage. Car si le mariage a des effets civils en Italie, comme on dit en notre jargon, le démariage a aussi des effets civils, c'est-à-dire des personnes peuvent éventuellement divorcer si le mariage est un échec ou demander la nullité du mariage qui, elle, est étudiée devant des tribunaux ecclésiastiques et qui, avec des critères, des conditions, c'est-à-dire le passage à la Cour de cassation italienne, elle le renvoie à une cour d'appel, a aussi des effets civils. Donc il y a un métier offert à des avocats, d'accompagnateurs dans des causes canoniques. Le sujet que vous venez d'aborder est très cher au pape François, cette question d'un traitement plus fluide des cas de nullité de mariage. Comment vous avez vécu cette proximité avec 2 papes, Benoît XVI et François, dans votre travail de canoniste? Nous, pratiquement, au Latran, le pape, c'est notre premier interlocuteur, puisque là, on dit, c'est Jean-Paul II qui a utilisé pour la première fois cette expression, que l'université pontificale du Latran est l'université du Saint-Père. Nous le voyions parce qu'il venait, et nous avions à son égard une sorte de lien particulier. Benoît XVI était un universitaire, et nous le sentions, car il ne manquait pas une occasion de venir et d'intervenir comme universitaire, c'est-à-dire ses discours l'étaient. François est différent. Il est venu dès matin. C'était une sorte de surprise, mais préparée par ses services, mais surprise pour ceux qui n'étaient pas dans les milieux. Par exemple, pendant le carême, il disait « Tous les étudiants se réunissent dans la grande aula, Magna, l'aula Magna, et il va y avoir quelque chose. » Alors, le quelque chose, c'était en fait le pape qui venait et qui faisait une méditation. Voilà, c'était plus François, ou quand nous sommes allés, nous,
au Saint-Siège, qui est arrivé avec les universités pontificales. Son discours était plus éthique sur la manière de vivre, sur la manière d'accueillir, que par exemple dans nos maisons, nous n'ayons pas des gens exclus, etc. Enfin, ces grands thèmes que nous voyons développer qui concernent la vie sociale, les migrants, etc., étaient réinvestis dans nos maisons. Mais entre les deux papes, évidemment, il y a une très grande différence. Et en tant que canoniste, est-ce que vous avez l'impression que le droit canon est parfois un peu oublié? À la fin du synode, certains évêques ont dit que le droit canon n'avait pas été suffisamment investi dans les discussions. Quel est votre regard sur cette transformation, cette réforme de l'Église et sur sa base juridique? Au synode, il est un peu revenu, puisque il y a des canonistes qui sont intervenus. Par ailleurs, on nous a demandé des petits papiers. Donc, il y a eu une préoccupation canonique qui a effectivement a changé par rapport aux années précédentes, parce que le droit canonique a toujours été très mal perçu, un peu comme une sorte de fixation et de règles et de cimentation presque des activités, des pensées, etc. Alors que c'est faux, à mon avis, c'est absolument faux de dire cela. Et beaucoup de textes qui sortent, par exemple, manquent de forme vraiment canonique, dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Mais en fait, les droits canoniques, c'est comme le droit de l'État. La parole canonique, quand un pape parle, par exemple, et fait une loi, fait un texte, un motu proprio, comme on dit, où il demande aux personnes d'aller dans un sens, une orientation, ou définit le statut d'une institution, il faut que la parole soit sûre, certaine. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en droit étatique la sûreté juridique. En italien, on dit certitude juridique. Sûreté, certitude. C'est-à-dire, on ne doit pas hésiter sur ce qui a été dit par l'autorité. Donc, mon avis personnel est que beaucoup de textes qui sortent actuellement manquent un peu de forme. Alors, ça peut être une volonté, et je peux le comprendre, d'avoir un langage qui soit plus compréhensible, plus pastoral, plus proche, par exemple, des gens qui n'ont pas cette formation en particulier. Mais il ne faut pas que la volonté de se faire comprendre empêche le fait que la parole doit être certaine, sûre. On n'a pas cette sensibilité qu'on avait peut-être trop autrefois. Le texte est extrêmement juridique et manqué de pastoral. Aujourd'hui, il est plus pastoral et il manque d'aspect juridique. Mon avis, tout ça va se remettre en place un de ces jours. Quelqu'un va arriver et va avoir un sens plus profond de l'équilibre. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.